cette histoire de franc CFA, je n'aime pas souvent en débattre. Oui. Mais pour moi, le problème ne se situe pas là. Avec une volonté politique claire de développer les pays, par exemple, je prends le Sénégal. Si le Sénégal dispose d'une volonté politique claire de développer le Sénégal peut, en parfait partenariat avec la France, développer le Sénégal. Mais il faut que dans la définition, dans la mise en place des partenariats, que chaque partenaire mette dans la tête que oui, je vais dans ce partenariat-là, c'est pour gagner et faire gagner l'autre. Je l'ai dit tantôt, on ne peut pas vivre fermé. Le Sénégal a le phosphate, la France n'a pas le phosphate. Donc la France a forcément besoin du phosphate. Le Sénégal a le calcaire, mais le Sénégal ne dispose pas des moyens financiers. Le Sénégal ne dispose pas des moyens techniques, des moyens scientifiques pour transformer son calcaire. Donc le Sénégal a forcément besoin de la France. Donc pour moi, l'histoire du franc CFA est très petite par rapport à l'immensité du problème du Sénégal. C'est vrai qu'un pays indépendant doit disposer de sa monnaie. Mais si la France, le Sénégal n'a pas la possibilité de garantir sa stabilité monétaire, qu'est-ce que l'État sénégalais va faire s'il veut garantir la stabilité du franc CFA? Comparez un peu le franc CFA au franc guinéen. Ouais. Comparez un peu le franc CFA au lion. Le franc guinéen est une monnaie souveraine. Est une monnaie souveraine. Mais c'est une monnaie de merde par rapport au franc CFA. La solution, ce n'est pas d'avoir cette monnaie-là, c'est d'avoir la volonté politique de développer les pays. C'est ça. C'est ce qui manque à nos dirigeants. Ceux qui sont en train de se battre pour bouger le franc CFA, est-ce qu'ils ont pensé, après avoir bougé le franc CFA, ce qui va devenir ces monnaies nationales? Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Pour moi, avant de résoudre cette équation, il faut penser à résoudre ce qui a été la cause de la mise en place de ces monnaies-là. Nous avons des dirigeants malhonnêtes. Ouais. C'est vrai. Mais après, c'est peut-être que... Donc, pour moi, la question du franc CFA, ce n'est pas parce que je cautionne le franc CFA, non. C'est pas parce que je cautionne le franc CFA, non. Ce que je ne cautionne pas, c'est que je ne voudrais pas aussi, c'est par exemple le chaos qu'il y aura quand la France n'aura pas un œil sur la monnaie sénégalaise. C'est ce chaos-là qu'il faudra éviter. Actuellement, il faut comprendre que la stabilité monétaire dans la zone CFA, elle est garantie par qui? Pas par les États africains. Hein? Pas par les États africains. C'est par ce partenaire-là parce qu'il a son mot à dire. Il contribue là-dedans. Mais nous n'avons pas la capacité, nous, de nous garantir cette stabilité-là. Nos gouvernements ne l'ont pas prouvé. Les seuls États qui l'ont prouvé, peut-être, c'est le Ghana et quelques pays. Vous allez compter du bout de vos doigts les pays qui l'ont prouvé. L'Afrique est gangrénée par la corruption, par le détournement des deniers publics, par la dictature, par le clientélisme. Que par des mots. Il faut le reconnaître, nos gouvernements ne sont caractérisés que par des mots. Donc, pour moi, le problème, il ne se situe pas là. Avant d'arriver à ce problème-là, il y a énormément plein d'autres choses à régler avant d'arriver là. Ouais. Non, mais en fait, à ce niveau, c'est vrai qu'il y a un adage qui dit que dis-moi quel peuple tu es, je te dirai quel dirigeant tu as. Et d'autant plus que, après je vous laisse répondre sur ça, Trump avait précisé que les dirigeants africains, c'était... Non,
Voilà. Nos dirigeants sont issus du peuple. Ouais. Et quand vous prenez, je prends par exemple l'exemple sur un certain nombre de pays. Vous prenez la Guinée. Depuis que la Guinée est Guinée, aucun président guinéen n'était riche avant qu'il ne devienne président. Voilà. Pareil pour tout le monde, hein. Même au Sénégal aussi, pareil. Il était pauvre. Vous prenez par exemple le Sénégal. Je prends un exemple. Moi, mon exemple au Sénégal, c'est Abdoulaye Wade. Il est parti de nulle part pour être ce qu'il est devenu, pour faire du Sénégal ce qu'il a pu faire pour le Sénégal. Exactement. Le problème, d'abord, il faut que nous, intellectuels, que nous nous disons que nous restons redevables de nos peuples. Quand, par exemple, moi, je décide de me lancer en politique, il faut qu'au fond de moi-même que je me dis que je me lance en politique avec un objectif qui est clair, que rien ne pourra me dérouter sur la logique de mon objectif. Si, dans mon objectif, je me dis, je me lance pour développer le pays, pour doter du pays des instruments, lui mettant sur le chemin du développement, la logique voudrait que rien ne m'empêche d'être sur, en fait, d'arriver à cet objectif-là. Mais le problème, la majeure partie de nos dirigeants, ils arrivent au pouvoir sans des objectifs clairs. Sans des objectifs clairs. Généralement, quand tu as un objectif qui est clair, avant même de penser à l'objectif, tu réfléchis au moyen de mise en œuvre de cet objectif-là. Quand tu te fixes un projet, un objectif, quand je prends en politique, l'objectif c'est le projet de société. Quand tu as un projet de société, dans ton projet de société, tu consignes un ensemble de choses. C'est l'ensemble des moyens que tu utiliseras pour la mise en œuvre de ton projet de société. Tu le détailles. Et en faisant la politique, c'est ce qu'il faudra vendre à la population. Aujourd'hui, en Afrique, la politique ne se fait pas de la sorte. Quand on prend au Sénégal, quand la politique, c'est moindre, ça va au Sénégal par rapport, par exemple, à la Guinée. La Guinée, pour la course au pouvoir, c'est le peul soutient le peul, le malinqué soutient le malinqué, le soussou soutient le soussou. Quand dans un pays, les dirigeants sont choisis comme ça, il n'y a pas de raison qu'on ne choisit pas des incapables pour les confier la direction du pays. C'est ce qui fait qu'on a énormément de problèmes dans beaucoup de pays africains. D'autre part, il y en a des dirigeants qui ont été choisis par la population dans son entièreté ou par la majeure partie de la population. Mais ils arrivent, ils n'ont pas un projet de société clair. Même si le projet il est clair, ils n'ont pas réfléchi à la faisabilité du projet avant de se lancer en politique. Moi, je les appelle les arrivistes en politique. Il y a beaucoup qui ont eu des problèmes dans leur mandat parce qu'ils ont été des arrivistes. Ils ne sont pas préparés à diriger le pays. On ne dirige pas un pays. En fait, on ne se lève pas un matin pour dire bon, je vais diriger un pays. Non. Pour diriger un pays, il faut l'avoir préparé pendant des années. Pendant des années, il faut trouver les moyens humains surtout. Il faut penser aux moyens humains, il faut les trouver, il faut penser aux moyens financiers. Si tu veux par exemple réaliser des infrastructures publiques, il faut penser à comment trouver les moyens pour réaliser les routes, pour réaliser les ponts, pour réaliser les hôpitaux. Il faut consigner tout cela. Il faut déjà avoir des capacités intellectuelles qui te permettront d'aller décrocher les fonds où il faut les décrocher avec une garantie de les rembourser, avec une garantie d'éviter le statu quo pour ta population. Tout cela, c'est des choses qui se préparent. Mais bon nombre de nos dirigeants actuels ne fonctionnent pas comme ça. Ne fonctionnent pas comme ça. En fait, ils arrivent au pouvoir et voilà, ils constituent une équipe autour d'eux et ils essaient de piocher ce qui est faisable, on fait, ce qui n'est pas faisable, on ne fait pas. On ne peut pas diriger un pays comme ça, on ne peut pas développer un pays comme ça. Ce n'est pas possible. D'une part, oui. D'une part, oui.
Je vais vous dire, nous venons tous de ce continent-là. Vous savez, d'une part, pourquoi je suis parti de la Guinée. Avant 2010, je n'avais pas le projet de me lancer dans des études universitaires à l'extérieur. Je me disais, il me faut un diplôme tout de suite et travailler. Et contribuer au développement de mon pays à travers mon travail, à travers les connaissances que j'ai. Mais quand par exemple, Alpha Condé, le président actuel, était venu au pouvoir, j'ai vu les conditions dans lesquelles il a été élu. J'ai vu le désespoir qui se profilait à l'horizon après son élection. Je me suis dit que c'était plus possible d'être là et participer au développement. C'était soit partir ou rester pour hypothéquer son avenir. Parce que si je restais là, on n'allait pas être ici, vous et moi, en train de parler du développement de l'Afrique. Si vous avez vu. Donc, le rôle de la population, c'est quoi? J'ai un problème, je me pose la question. Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre mon problème? On ne réfléchit pas comme ça en Afrique. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on ne va pas penser à comment résoudre le problème. C'est justement quand on a le problème qu'il faut penser à comment résoudre son problème. C'est quand on est affamé qu'il faut penser à comment trouver la nourriture. C'est quand on n'a pas de route qu'il faut penser à ce qu'il faut faire pour avoir des routes dans l'avenir. Quand on n'a pas des écoles, qu'il faut penser à ce qu'il faut mettre en place pour avoir des écoles. C'est comme ça qu'un peuple doit réfléchir. Qu'on soit intellectuel ou analphabète, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Il y en a des gens chez nous, malheureusement, ils ne sont pas majoritaires, qui réfléchissent de la sorte, qui n'ont jamais fait l'école, mais qui se posent la question, qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant puisse aller dans une école décente? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas que ma femme meure à l'hôpital en donnant la vie. Quand on répond à l'ensemble de ces questions-là, au bout, qu'est-ce qu'on verra? Il faut que j'ai un dirigeant capable de solutionner ces problèmes-là. Parce que la solution de ces problèmes, la solution directe, elle n'est pas dans mes mains. La solution indirecte, elle est dans mes mains. La solution indirecte que j'ai, c'est quoi? C'est de faire un choix, un bulletin de vote, aller le mettre dans l'urne. Sécuriser ce bulletin-là que j'ai mis dans l'urne, en faisant quoi? Quand j'ai voté pour un chef, quand j'ai voté pour un dirigeant à qui je fais confiance, je n'ai pas voté pour lui parce qu'il est de mon ethnie. Je n'ai pas voté pour lui parce qu'il est de ma région. J'ai voté pour lui parce que je suis convaincu qu'il a les compétences intellectuelles, qu'il a la moralité, qui lui permettront de me sortir de la merde dans laquelle je suis. Si je fais comme ça, je ne me limite pas qu'à choisir, qu'à aller voter. Je sécurise le bulletin de vote. Je suis jusqu'au résultat. Si le peuple agit de la sorte, on va faire un bon choix. Regardez les pays. Aujourd'hui au Sénégal, un dirigeant qui se permet par exemple de tricher les élections, je ne pense pas que c'est possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut avoir un mauvais dirigeant au Sénégal parce que les gens se sont trompés. Mais dire que quelqu'un a dirigé le Sénégal parce qu'il a triché les élections ou parce qu'il a été imposé par la France, c'est pas possible. Au Ghana, c'est pas possible. En Sierra Leone, c'est pas possible. Il y a beaucoup de pays maintenant en Afrique où ce n'est plus possible. Maintenant, dans ces pays-là où ça, ce n'est plus possible, c'est aux dirigeants maintenant de faire en sorte d'être à la hauteur de la confiance qui a été portée sur eux. Quand je prends Macky Sall au Sénégal, c'est une confiance qui a été portée sur lui parce que les Sénégalais ont mis dehors Abdoulaye Wade. Quand il a voulu imposer Karim Wade, ils ont dit non, on ne veut plus de toi. On veut de Macky Sall. Donc c'est à Macky Sall d'être à la hauteur à travers quoi? Les projets qu'il va réaliser pour les Sénégalais, à travers la sécurité qu'il va donner aux Sénégalais, à travers la santé qu'il va donner aux Sénégalais. Parce que c'est possible. Il suffit qu'il ait la volonté, il suffit qu'il trouve les hommes.
Sans dire que oui, parce qu'il est devenu président, il faut qu'il impose les gens de son ethnie, il faut qu'il impose les gens de son clan, même s'ils sont incapables. Non. Quand on veut répondre à l'attente d'une population, on trouve les compétences qu'il faut pour nous accompagner à solutionner les problèmes auxquels le peuple attend de nous. Donc les pays où cette histoire d'élection est réglée, c'est ce qu'il faudra régler. Maintenant, des pays tels que la Guinée, tels que la Côte d'Ivoire, tels que beaucoup d'autres pays, le Gabon, le Congo, j'en passe, la question qu'il faut régler, c'est quoi? C'est la question du choix à la base. Il faut qu'on arrête de choisir parce que c'est un frère. Il faut qu'on arrête de choisir parce qu'il est de mon ethnie. Il faut qu'on arrête de choisir parce qu'il est de ma région. Il faut choisir le capable, la personne capable, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son origine. Je le choisis parce que je le sens capable. Et il faut l'accompagner. Il ne faut pas se limiter à choisir. Quand on choisit, il faut l'accompagner, il faut le porter. Quand on choisit dans ces pays-là, quand ils réussissent à choisir l'homme qu'il faut, et que ce homme-là se dit oui, ils m'ont choisi parce qu'ils m'ont fait confiance, ça va changer. Lui, il se mettra dans la logique de conscientiser ceux qui n'ont pas été conscientisés. Il se mettra dans la logique d'élaborer des politiques de développement qui mettront le pays sur le chemin du développement. C'est ce qu'il faut en Afrique. Donc quand on discute de ce point-là, c'est l'ensemble de cet argument, c'est cet argumentaire-là que je vais vous dire. Oui. Moi, je dis que l'espoir, il faut espérer. Sans espoir, on est appelé à disparaître. Sans espoir, on est appelé à disparaître. Il faut espérer. Et avec cet espoir, il faut continuer à galvaniser. Il faut faire ce que nous faisons là. Il faut continuer à galvaniser les gens. Il faut continuer à les informer. Il faut leur dire que c'est possible. Il faut leur donner les outils qu'il faut pour que ça soit possible. Il faut leur donner les outils qu'il faut pour que ça soit faisable. C'est possible. En fait, développer un pays, c'est un ensemble de choses qui rentrent en compte. Tu as parlé de l'entrepreneuriat. Ceux qui s'orientent de l'entrepreneuriat doivent se battre pour avoir les outils qu'il faut pour évoluer dans l'entrepreneuriat. Ceux qui se lancent en politique doivent se former, doivent s'informer, doivent avoir la conscience, doivent avoir le moral qu'il faut pour évoluer dans la politique. Ceux qui se lancent dans le domaine de la santé doivent étudier, doivent se former, doivent s'informer, doivent se battre pour développer ce domaine-là. Ceux qui se lancent dans l'agriculture doivent se former, doivent s'investir pour développer ce domaine-là. Ceux qui se lancent dans l'élevage doivent se former, s'informer pour développer ce domaine-là. Chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. S'il fait ce qu'il faut pour se parfaire, de parfaire son domaine, il n'y a pas de raison que cet ensemble-là ne nous amène pas vers la performance. Prenez le Ghana aux années 90. Prenez le Ghana d'aujourd'hui. Prenez le Rwanda d'avant génocide. Juste d'après génocide, le Rwanda d'aujourd'hui. Prenez la Chine aux années 80, aux années 90. Le monde entier se moquait de la Chine. Les Chinois, c'était des marchands ambulants en Afrique. Aujourd'hui, ce sont eux les industriels en Afrique. En Guinée, je voyais des Chinois marcher comme ça avec des médicaments, des vêtements, dans les rues de Conakry. Aujourd'hui, les Chinois, vous les voyez dans les galeries Lafayette, c'est eux qui sont les seuls qui peuvent acheter 10 000, 15 000 euros de course. Un Européen ne peut pas le faire tout le temps. Ils ont réussi à faire cela parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Donc, tout cela passe par le travail. Il faut que nous, jeunesse africains, qu'on cesse la passivité, qu'on arrête le matin de se lever, trouver un pain pour déjeuner et passer toute la journée à boire le thé. L'après-midi, aller jouer au football, le soir, se taper une meuf. Il faut qu'on se débarrasse de cette culture-là. Il faut qu'on ait un objectif clair dans la vie et il faut qu'on se mette sur la logique de cet objectif. Parce que quand ces deux-là,
quand ces deux-là se mettent ensemble, il n'y a pas de raison qu'on ne va pas vers la performance. Le développement personnel, c'est un ensemble de choses. D'abord, il faut se connaître. Ça, c'est un. Deux, il faut se fixer des objectifs. Trois, il faut regarder en soi, vu que tu t'es connu avant même de te fixer des objectifs, qu'est-ce que tu as en toi qui peut t'empêcher d'aller vers tes objectifs? Qu'est-ce que tu n'as pas que tu dois avoir pour aller vers tes objectifs? Si tu traites l'ensemble de ces choses-là, tu as développé ta personnalité. Moi, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un bac en sciences mathématiques en Guinée. Et dès le collège, j'ai eu la volonté de m'orienter vers l'ingénierie. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en métallurgie en Guinée. Après mes études, j'ai enseigné les sciences physiques au secondaire. Mes études en sciences et mes études d'ingénierie m'ont conduit à venir à l'université de Rouen pour faire les études en sciences des matériaux. Et actuellement, je travaille pour une multinationale belge qu'on appelle Dion Cockerill. Je travaille dans le domaine de la mécanique de précision pour cette entreprise-là. Et côté association, moi, la vie associative, j'ai toujours dit que ça a toujours été ma seconde vie. Après l'école, c'est l'association. Et après le boulot, c'est l'association. Parce qu'à travers l'association, j'ai compris que je pouvais apprendre. C'est un. Deux, après l'association, j'ai compris que je pouvais apporter. Je pouvais contribuer à apprendre, je pouvais contribuer à développer. Donc, du coup, en Guinée, les associations de jeunesse depuis l'école, j'ai toujours participé. À l'université, j'ai été président du conseil des étudiants. J'ai été président du conseil préfectoral de la jeunesse de là où j'étais à la fac. Et quand je suis venu à Rouen, c'est à travers les associations que j'ai facilement pu réussir mon intégration à l'université de Rouen. Et pour rendre la monnaie, je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse dans l'association des étudiants guinéens de Rouen et reprendre avec d'autres Africains la gestion du collectif des associations des étudiants africains de Rouen. Ça nous a permis d'être les acteurs, les principaux acteurs de la culture de l'université de Rouen pendant 5 ans. Et parce que les 5 ans qu'on a fait à l'université de Rouen, c'est le Colasur qui organisait la semaine multiculturelle. La semaine multiculturelle, c'était la principale activité culturelle de l'université de Rouen. J'en suis témoin. À cette époque, j'étais étudiant là-bas. C'était que le Colasur qui l'organisait. Pendant tout le temps que j'étais à l'université, c'est le Colasur qui pilotait l'organisation de la semaine multiculturelle de l'université. Pour nous, c'était une fierté. Voir des jeunes Africains venus d'un peu partout de l'Afrique participer à l'émancipation culturelle de tous les étudiants de l'université, faire vibrer l'université pendant une semaine, c'était une fierté pour nous. Ça nous a permis de faire connaître nos cultures. Il y en a beaucoup qui ont connu nos cultures à travers cette activité-là. Et ça nous a permis de connaître la culture d'autres étudiants qui sont venus de l'Asie, d'autres qui sont européens, d'autres qui sont venus d'autres continents. Et ici en Belgique, quand je suis arrivé, comme je l'ai dit à Damba, vous savez, à Demba, à un moment donné, il faut savoir faire une pause pour pouvoir repartir avec de l'énergie. J'avais beaucoup donné pour les autres et je commençais à négliger un peu ma personnalité. Donc il fallait que je stabilise ma vie familiale, ma vie professionnelle, avant de repartir. Ce n'est pas que j'ai abandonné la vie associative, non. La vie associative, c'est une partie de moi et ça existera toujours en moi. Écrire, honnêtement, pour vous dire, ça n'a jamais été mon projet. Écrire n'a jamais été mon projet. Moi, j'ai toujours été un homme de science. Je me suis battu pour être un homme de science et je me suis toujours battu à communiquer à travers les associations, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse. Mais je me suis rendu compte au fil du temps, au fil des années, que si
j'avais réussi à consigner tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça allait faire des livres, pas qu'un seul livre. Ça allait faire des livres. Donc cela m'a poussé à mettre en place le projet de rédiger un livre dans les années à venir. Donc on peut dire bientôt, on aura... Vous pouvez vous attendre à cela. D'accord, ok. Alors, autre question aussi, c'était par rapport à comme vous l'avez mentionné tantôt, que vous avez pris une pause pour vous refaire, pour récupérer de l'énergie. Donc, on peut dire que Alpha maintenant est de retour sur la scène associative ou même politique, hein, ou même on peut s'attendre à des actions pour en Guinée ou autre. En fait, je vais vous dire, je n'ai jamais été totalement absent. Oui. C'est vrai que je n'ai pas posé des actions comme je le faisais quand j'étais en Guinée ou comme je le faisais quand j'étais à l'Université de Rouen, mais j'ai toujours échangé avec mes anciens amis. Je continue à échanger avec eux. Nous réfléchissons ensemble sur des voies et moyens qui nous permettront d'arriver à un certain nombre d'objectifs qu'on s'était fixés depuis toujours. Donc, ce n'est pas parce que j'ai été totalement absent, non. Mais repartir avec l'énergie que j'avais, c'est pour bientôt. D'accord. En politique, je vais vous dire, je me dis, j'ai compris que pour pouvoir changer les choses en Afrique, il ne faut pas être hors de la danse. Nous avions longtemps été des spectateurs. À travers les associations, on a toujours demandé aux politiques. On n'a jamais eu ce qu'on a demandé. Et je me suis dit, la meilleure façon pour moi de participer, c'est d'être dans la danse. Peut-être en étant là-dedans, je pourrais contribuer à faire bouger des lignes. Donc c'est sûr, je vous le rassure, vous pouvez vous attendre à ce que je fasse de la politique dans les années à venir. Le caméléon. Le caméléon. Pourquoi? Parce que pourquoi? Le caméléon, je ne sais pas si vous l'aviez observé, le caméléon, c'est un animal objectif. Oui. Rien ne peut faire dérouter le caméléon de son objectif. Quand il veut se lancer pour une chose, il suit son chemin. Tu te mets devant lui, il trouve un autre chemin. Mais il va toujours vers son objectif. Ça, c'est un. Le caméléon s'adapte toujours à son environnement. Le monde, dans sa globalité actuelle, est complètement bousculé par un certain nombre de bouleversements, soit social, politique ou autre. Donc, quand on ne sait pas s'adapter aux réalités qui se présentent à nous, on peut avoir des difficultés ou des problèmes à atteindre nos objectifs. Moi, je suis le genre à me fixer des objectifs clairs et quand je me lance, je fais tout pour arriver au bout. Rien ne m'arrête quand je me lance pour un objectif. C'est pourquoi je prends le temps, je prends tout le temps pour réfléchir avant de me fixer un objectif. Quand je me fixe un objectif, je vais jusqu'au bout. Et parmi les animaux, si vous me demandez à quel animal, je dirais que c'est le caméléon. Pour moi, c'est le caméléon. Mes objectifs d'ici 5 ans, d'abord, je travaille pour une entreprise que je trouve très performante, qui dispose du potentiel dont on a besoin en Afrique. Mon objectif, c'est de faire en sorte que cette entreprise-là s'implante en Afrique. L'entreprise, elle est éthique. Elle a de la compétence, elle a des ressources. Quand elle s'implante en Afrique, je sais bien que beaucoup de pays pourront profiter de ces connaissances, de ces compétences, de ces ressources-là pour développer ces domaines-là, les domaines dans lesquels l'entreprise évolue en Afrique. Ça, c'est un. Deux, mon second projet d'ici 5 ans, c'est de prendre à chaque année mes vacances d'ici, de retourner en Afrique, donner des cours. C'est pourquoi je prends toujours mes vacances, moi, pas pendant la période des vacances. Je prends mes vacances soit entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Un moment où les écoles sont toujours ouvertes. Sont ouvertes en Afrique.
c'est soit j'organise des conférences ou je vais donner des cours. Ouais. Je rappelle que j'avais enseigné en Guinée avant de partir. Exactement. Donc, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime et j'aimerais bien transmettre ce que j'ai acquis, soit dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine du développement personnel. Ouais. Parce qu'une chose est évidente, quand on ne se fixe pas, quand on n'a pas des objectifs clairs, on est un homme perdu. Imaginez-vous, tu sors chez toi, tu ne sais pas où tu vas. Tu vas te retrouver nulle part. Donc on ne peut jamais réussir dans la vie sans avoir des objectifs clairs. Voilà. Et ça nous manque en Afrique. Oui. On nous a jamais appris à établir des objectifs. On ne nous a jamais appris à nous fixer des objectifs clairs et à foncer vers nos objectifs. Même pour les musulmans, pour les croyants, même à Dieu, si tu ne lui demandes pas, il ne te donne pas. C'est clair. Ouais. Il est dit que quand tu es croyant, tu te réveilles la nuit, tu fais face à ton Dieu pendant que tout est calme, tu dis Dieu, donne-moi ça. Et en le disant, tu ne te limites pas qu'à la parole. Il faut que tu vis ce que tu veux. Donc se fixer un objectif ne se limite pas à dire non, moi je vais être ministre. Non, je vais écrire. Non. Quand tu te fixes l'objectif d'écrire un livre, il faut que tu vis ça. Tant que cet objectif n'est pas réalisé, il faut que cela soit en toi. Partout où tu es, il faut que cela existe en toi. Le fait que cela soit en toi, ça entraîne le dégagement d'une énergie en toi te permettant d'aller vers cet objectif-là. Avec la nature, c'est comme ça nous vivons. C'est que nous montrons à la nature ce que nous voulons. Et la nature réagit pour ramener vers nous ce que nous voulons là. Mais si on n'est pas les premiers à montrer ce que nous voulons, la nature se dira, bon, ok, lui, il veut de rien. Ouais. C'est vrai. Quand c'est la tente. Ok. Donc, il faut amener les gens à se fixer des objectifs clairs et les apprendre comment définir un objectif. Comment vivre ses rêves. Il faut vivre ses rêves. Donc, c'est un peu cela. Ce que moi je peux conseiller aux jeunes Africains, c'est d'apprendre autant qu'ils peuvent. Regardez, moi, apprendre à se fixer des objectifs, apprendre à vivre de ses rêves, je ne l'ai pas appris à l'école. On ne m'a jamais appris comment gérer un projet à l'école. On ne m'a jamais appris comment se fixer des objectifs clairs à l'école. On ne m'a jamais appris comment communiquer en public à l'école. Ouais. Donc, c'est ma soif d'apprendre qui m'a amené à comprendre cela. Donc, ce que moi je vais demander aux jeunes, ce n'est pas que les Africains, parce que ce problème, nous pensons qu'il n'y a que les Africains. Non, c'est sûr. Ce problème, il est global et il est mondial. Ce que moi je vais demander aux jeunes, c'est d'apprendre autant qu'ils peuvent, de lire. Quand on lit, on finit par comprendre. Quand on comprend, on finit par transformer sa personnalité. Donc il faut apprendre. Apprendre et apprendre autant qu'il peut. Pas qu'à l'école. On peut apprendre à l'école. On peut apprendre à travers nos relations humaines avec les autres. On peut apprendre en observant la nature. On peut apprendre, au lieu d'aller regarder des films en streaming ou je ne sais pas quoi, il faut aller lire sur Internet. Aujourd'hui, nous, on a eu la chance que nos parents n'ont pas eu. Il suffit que tu ailles dans Google, paf, tu tapes une information, tout de suite tu as l'information que tu veux. Il faut exploiter ça positivement. Au lieu d'aller regarder de la musique ou autre, il n'y a pas de problème. Si tu veux évoluer dans la musique, informe-toi dans ce domaine de la musique. Informe-toi et cultive-toi. Mais il faut apprendre. Moi, c'est ce que je vais demander. C'est si j'ai un appel à lancer sur cet appel-là. Parce que je vais vous dire, ce que Dieu a mis dans cette tête-là, c'est immense. C'est plus immense que la terre. C'est plus immense que le monde dans lequel nous vivons. Mais nous ne l'exploitons pas rationnellement. Il est là. C'est le livre qui a contribué à pousser le déclic en moi. Vous pouvez le lever un peu, voilà. Dal Carnegie, comment trouver le leader en vous? Ouais. Pourquoi?
pourquoi dans ce livre-là, j'ai appris à être ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à travailler mes relations avec les autres. Avec ce livre-là, j'ai appris à communiquer. Avec ce livre-là, j'ai appris à me fixer des objectifs clairs. Avec ce livre-là, j'ai appris à me battre pour mettre en œuvre mes objectifs. Avec ce livre-là, je me dis que je suis aujourd'hui une personne qui peut être capable d'aller n'importe où, défendre n'importe quel projet. Avec ce livre-là, je me dis que je suis capable aujourd'hui de créer une entreprise, de gérer mon affaire. Avec ce livre-là, je me dis que je suis capable de gérer une équipe. Avec ce livre-là, je peux comprendre ce que les autres ont besoin de moi. Donc, il y a pas mal de compétences qu'on peut tirer de ce livre-là. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'objectif, ce n'est pas de le lire une seule fois. Vous l'avez depuis des années. Ce livre, je l'ai depuis que j'ai terminé mes études en Guinée. Ouais. Extra. Et d'autant je plus suis allé que... jusqu'à trouver le documentaire en ligne qui traite le sujet, Ouais. ce sujet-là. J'ai le documentaire dans mon ordinateur, je ne le quitte pas. Ouais. D'autant plus que Dale Carnegie, c'est l'un des fondateurs du développement personnel. Développement personnel. Même pas ça, il y a aussi Dale Carnegie, comment parler en public. Ça, c'est un excellent livre aussi pour ceux qui veulent... Il a énormément travaillé dans le développement personnel. Oui. Donc, dans Leaders Obstinés, nous avons donc une partie où on fait des chroniques de livres. Donc, nous allons donc faire des chroniques de ce livre-là, que je n'ai pas personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais nous ferons donc l'effort de faire des chroniques dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore les moyens peut-être de se payer un livre ou de le faire venir de l'Europe vers l'Afrique, parce que, quoi qu'on puisse dire, nous n'avons pas encore ces moyens de grande distribution et on n'est pas encore équipé niveau carte bancaire et aussi niveau travail. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc nous n'avons pas le droit de vous offrir des livres gratuitement ni de faire des choses interdites par la loi, mais nous ferons donc une chronique du livre que nous partagerons donc sur notre chaîne Les Leaders Obstinés. Okay. Et autre chose qu'on peut faire, c'est quoi? À travers nos voyages en Afrique, un seul sujet traité par ce livre-là peut contribuer à faire bouger beaucoup de lignes. Ne négligeons pas quand nous sommes autour du thé. Les débats que nous faisons, au lieu de discuter foot ou discuter autre chose, parlons de ce fondamental-là. Quelqu'un qui veut jouer au foot, si tu n'as pas ce fondamental, tu ne réussis pas. Quelqu'un qui veut faire de la musique, si tu n'as pas ce fondamental-là, tu ne réussis pas. Quelqu'un qui veut être ingénieur, si tu n'as pas ce fondamental, tu ne réussiras pas. Dans n'importe quel domaine de la vie, si on n'a pas ce fondamental-là, on ne pourra pas réussir. Donc à chaque fois que nous sommes avec d'autres jeunes, il faut savoir passer ces petits mots-là. Ça permettra à d'autres de comprendre que oui, ça c'est nécessaire, il me le faut. Avec Internet, et ça fera bouger des lignes. Avec Internet, nous n'aurons pas beaucoup plus d'impact? Avec Internet, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, par exemple, ce blog, c'est des jeunes qui ont fait des études, qui sont à l'université ou d'autres qui sont au lycée, peuvent aller comprendre à travers le blog. Il y en a qui n'écoutent jamais ça, qui ne regarderont jamais ça. Même s'ils savent ce que nous traitons, ils ne vont pas aller lire là. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ignorent l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Mais pour les amener à comprendre ce que nous faisons, il faut aller vers eux. C'est important, il faut aller vers eux, c'est important. De toute façon, ils font partie de ceux qui contribueront à faire bouger les lignes dans leur milieu social. S'ils sont des bonnes personnes, ils participeront positivement. S'ils sont des mauvaises personnes, ils contribueront négativement. Donc, mieux vaut faire en sorte qu'ils soient parmi les bonnes personnes pour participer positivement. Et cela passe par l'information, par aller vers eux. Vers eux. De toute façon, c'est notre devoir. Ma passion, c'est la lecture. J'aime bien lire. Et si je veux me détendre, j'écoute la musique. La musique, ça vous permet de vous détendre. C'est la lecture et la musique qui vous font voyager. Ouais.
Ce sont ces deux qui soignent mes plaies à moi. D'accord. Ok. Apprendre. Apprendre. Ok. Sur ce, Mot de la fin. Mot de la fin. Ouais. C'est ça va C'est comme lui mot qui de va fin. fermer l'émission. Hein. Ouais. Moi, pour ce que je veux dire enfin, c'est, comme je l'ai dit tantôt, à la jeunesse africaine, il faut comprendre que personne ne viendra de l'extérieur pour développer ce continent-là. Personne ne viendra de l'extérieur pour résoudre le problème. Donc, il faut que nous prenions conscience de cela. Il faut comprendre que pour résoudre ce problème, il faut qu'on ait les moyens. Et ces moyens ne sont rien d'autre que les compétences intellectuelles, la volonté morale, les objectifs que nous allons définir, l'énergie que nous mettons en nous pour atteindre nos objectifs. Donc, si vous me demandez un mot de fin de moins, c'est ça, c'est d'apprendre, se battre, se fixer des objectifs clairs, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. D'accord. Généralement, quand on se fixe des objectifs et qu'on se bat pour aller vers les objectifs, on finit toujours par y arriver. Toujours. Ok. Et sur ce, moi, je vous dis grand merci pour avoir porté la confiance sur ma personne. Et je dis grand merci à votre équipe pour avoir pensé à mettre en place ce blog. Surtout, ce n'est pas le fait de mettre le blog en place, mais c'est l'ambition qu'il y a derrière la mise en place du blog. Si nous, Africains, pensions tous comme ça, nos problèmes seraient réglés au moins à moitié. Et moi, je vous encourage et je vous dis foncez, que rien ne vous arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alpha Omar. Alors, chère communauté, nous vous disons merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour d'autres exclusivités et d'autres leaders. Merci beaucoup et au revoir.